Et voici l'âge de pierre, un jeu de gestion pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Michael Tumelhofer, édité par Philosophia. Au niveau du matériel, tout d'abord un magnifique plateau de jeu représentant un village préhistorique entouré par différents terrains. Voilà. 4 plateaux individuels qui vont représenter le village et le clan de chaque joueur. Chacun va donc recevoir son petit plateau personnel le poser devant lui. Des jetons nourriture de valeur 1, 2, 5 et 10 que l'on disposera sur la zone de chasse en haut à gauche du plateau de jeu. Puis 4 types de ressources qui seront aussi disposées sur le plateau de jeu à l'endroit correspondant. Nous avons du bois qu'on place dans la forêt, nous avons de l'argile qu'on place dans la carrière d'argile, nous avons de la pierre dans la carrière de pierre, et enfin de l'or dans le fleuve. Des outils représentant des haches de pierre qui seront disposés sur les 2 cases prévues à cet effet au village. Il y en a de valeur 1 et 2 au verso, et d'autres avec une valeur 3 et 4. Ils sont disposés en 2 piles comme ceci. Un paquet de cartes de civilisation avec des peintures rupestres au dos, comme ceci, qui seront bien mélangées avant d'être disposées à côté du plateau de jeu, et on va tirer les 4 premières que l'on placera sur ces cases, représentant le fleuve et les arrivées de bateaux. Hop, et 4. On a ensuite des tuiles bâtiments qui ont cette forme-là, on va bien les mélanger, et ensuite fabriquer 4 paquets de 7 cartes qui seront disposées sur le plateau de jeu, et on ne va laisser en jeu qu'un nombre de piles correspondant au nombre de joueurs. Donc si on joue à 4, on va laisser les 4 piles de 7. Par contre, si on joue à 3, on retirera une pile qu'on remettra dans la boîte sans regarder les bâtiments qui ont été écartés, et à 2 joueurs, on ne laissera que 2 piles de 7. Une fois ces piles sélectionnées, on va retourner la première tuile de chacune de ces piles pour les rendre visibles. On a ensuite 10 petits pions personnages par joueur, comme ceci. Chacun va en récupérer 5 et va les placer dans son village, autour de son feu de camp ici. Les autres vont être remis dans une réserve qui sera disposée à côté du plateau de jeu. On va aussi recevoir de la banque 12 points de jetons nourriture, qu'on va aussi pouvoir disposer dans notre village. Chacun dispose ensuite d'un gros cube qui lui servira à marquer ses points et qu'on placera sur la case 0 en début de partie, et un petit cube qui sera disposé sur la case 0 de la piste d'agriculture. Il ne reste alors plus qu'un gobelet imitation cuir comme ceci, très sympa pour jouer, ainsi que 7 dés normaux qui seront disposés à côté du plateau de jeu, et un pion de premier joueur représentant un chef de village, comme ceci, qui sera attribué au joueur le plus jeune autour de la table et qui pourra le disposer devant lui. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, nous sommes à l'âge de pierre, comme le nom du jeu l'indique, et chaque joueur va diriger un clan de personnages qui va tenter de tirer son épingle du jeu en partant à la chasse, en allant récupérer différentes ressources afin de construire des bâtiments de plus en plus prestigieux et de faire des découvertes aussi qui lui permettront de marquer un maximum de points de victoire. À la fin du jeu, celui qui sera le plus avancé technologiquement, entre guillemets, aura gagné la partie. Alors, le jeu va se dérouler en différents tours de jeu. À chaque tour, les joueurs vont devoir réaliser 3 phases consécutives. D'abord, on fera le placement des personnages. À tour de rôle, les joueurs vont placer des personnages sur le plateau. Ensuite, une fois que tout le monde aura placé ses personnages, on réalisera les actions grâce aux figurines qu'on a placées sur le plateau. Et enfin, on devra nourrir notre population avant de passer le pion de premier joueur au joueur suivant et de recommencer une nouvelle action après avoir récupéré ses personnages. Alors, en commençant par le premier joueur, on va d'abord réaliser la phase de placement. Le premier joueur va choisir un certain nombre de ses personnages, ça peut être un ou plus, et il va devoir les disposer sur le plateau sur un endroit spécifique. On ne pourra pas répartir lors du même tour des personnages sur 2 endroits différents. Une fois qu'il aura réalisé ce premier placement, on passera au joueur suivant qui lui aussi fera un placement, au joueur suivant qui fera un placement, et ainsi de suite, on fera plusieurs tours jusqu'à ce que tout le monde ait placé ses personnages en jeu. Si jamais un joueur a déjà placé tous ses personnages, eh bien il passera son tour jusqu'à ce que le dernier joueur ait placé ses derniers personnages.
Alors, où peut-on placer des personnages? Eh bien, on peut les placer à n'importe quel endroit du plateau de jeu où il y a un petit cercle de représenté. C'est l'endroit où on a le droit de déposer quelqu'un. Attention, si on pose quelqu'un à un endroit, au tour d'après, on n'aura pas le droit de rajouter des personnages au même endroit. Et chaque rond pris, eh bien, est bloqué et les autres joueurs ne pourront évidemment pas s'y mettre. Il y a donc certains endroits du plateau de jeu où il faut un seul personnage maximum et d'autres où on peut en mettre plus. Alors parlons tout d'abord des 3 emplacements disponibles au village. Il y a d'abord la cabane du fabricant d'outils. Ici je peux envoyer un seul personnage car il y a un seul petit cercle de dessiné. Donc le premier joueur qui se placera eh bien, prendra la place et plus personne ne pourra s'y mettre. Ça permettra au joueur qui s'est placé ici de recevoir un outil pour être plus efficace à la chasse ou sur les recherches de ressources. Ensuite, nous avons la case qui se trouve ici, et comment vous dire, eh bien on peut y envoyer 2 personnages à la fois. En fait, si on choisit cet endroit-là, on est obligé de placer 2 de ces personnages. Et ils vont se faire des petits bisous et ils vont vous permettre de recevoir des personnages en plus et d'avoir une descendance, d'avoir des bébés, c'est-à-dire des personnages supplémentaires qui viendront s'ajouter au tour suivant à votre stock de base qui est, je le rappelle, de 5 personnages en début de partie. Enfin, dernière maison du village, la ferme. On ne peut placer qu'un seul personnage sur cet emplacement-là, et il va nous permettre de faire augmenter notre niveau d'agriculture, car on apprend à faire pousser du blé, et ce niveau d'agriculture nous permettra d'avoir des malus en moins lorsqu'on devra nourrir sa population en fin de manche. Mais attention pour le village, si vous jouez à 3 joueurs ou à 2 joueurs seulement, vous ne pourrez à chaque tour occuper que 2 habitations du village. Donc par exemple, si on joue à 3 joueurs et qu'on a déjà occupé, enfin que le deuxième joueur par exemple se place ici alors que le premier s'était placé là, eh bien plus personne ne pourra se placer dans la ferme avant la fin de cette manche. Quand on aura terminé la manche et qu'on refera une nouvelle manche, on pourra évidemment se replacer sur 2 nouvelles habitations en fonction de l'ordre dans lequel les joueurs vont jouer, puisque je vous rappelle qu'on place à tour de rôle sur un endroit. Mais quels sont les autres endroits du plateau où on peut placer des personnages? Eh bien, on peut envoyer des personnages à la chasse. Ici, il y a un grand cercle de dessinés, ce qui veut dire que n'importe quel joueur peut envoyer n'importe quel nombre de personnages à la chasse. Donc par exemple, le joueur bleu pourrait dire j'envoie 2 ou j'envoie 3 personnages à la fois. Cet endroit n'est pas limité, et donc un autre joueur pourra aussi envoyer 3 personnages ou plus. Voilà, il n'y a pas de limite au nombre de personnages qui peuvent être placés à la chasse pour évidemment se nourrir en fin de manche. Ensuite, nous avons les lieux de récupération des différentes ressources, la forêt, la glaisière, la carrière et la rivière. Alors, à ces endroits-là, il y a 7 rondes dessinées, ça voudra dire qu'on ne pourra au maximum mettre que 7 personnages. Donc, un joueur pourra par exemple décider d'envoyer 2 personnages ici, il ne restera plus que 5 emplacements pour qu'un autre joueur vienne s'y placer. Attention, je vous rappelle qu'au tour suivant, ce joueur n'aura pas le droit de rajouter de personnages à cet endroit-là. Au moment où on le place, il faut immédiatement décider du nombre de personnages qu'on envoie. Alors attention, comme pour le village, il y a quelques règles différentes si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs. Effectivement, si vous jouez à 3 joueurs, il ne pourra y avoir que 2 couleurs de pions sur chacun de ces emplacements. Donc si par exemple le joueur bleu vient rejoindre le joueur jaune pour chercher de l'argile, eh bien le 3e joueur ne pourra pas se placer sur les 2 cercles restants, et ni l'un ni l'autre d'ailleurs ne pourra rajouter de pions sur ces emplacements. Enfin, à 2 joueurs, eh bien, on ne pourra être qu'un seul joueur devant chacun des emplacements. Donc là, par exemple, si le rouge s'est placé là et le bleu là à 2 joueurs, eh bien, le rouge ne pourra par exemple pas rajouter de personnage pour cette manche à cet endroit-là. Ensuite, nous avons des emplacements sur les cartes de civilisation. Effectivement, sur chacune d'entre elles, il y a un petit cercle de dessiné. Un joueur peut donc se placer sur une carte pour tenter de l'acquérir à la phase suivante. Enfin, il y a les tuiles bâtiments, c'est pareil, il y a aussi un emplacement de dessiné sur chacune d'entre elles. Je vous rappelle qu'il y a une pile par nombre de joueurs, hein. Si on joue à 3, il n'y aura que 3 piles par exemple. On peut se placer à un endroit, mais attention, il faudra aussi anticiper, car sur la phase suivante, il faudra régler le coût si on souhaite acquérir la tuile.
À tour de rôle, chacun a donc placé un ou plusieurs personnages sur un endroit spécifique jusqu'à ce que tout le monde ait placé tous ses personnages, et lorsque c'est fait, on peut passer à la phase 2 qui va être celle de la résolution des actions. On commencera par le premier joueur qui va devoir réaliser toutes les actions là où il a posé des personnages. Une fois qu'il aura réalisé toutes ces actions, on passera au deuxième joueur, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait un tour de table. Alors, lors du tour d'action d'un joueur, celui-ci peut réaliser les actions dans l'ordre de son choix. Ça lui permet par exemple de récupérer des matières premières qu'il va pouvoir immédiatement réutiliser pour acquérir une carte ou une tuile si c'est ce qu'il a prévu pendant ce tour. Alors, imaginons que notre premier joueur soit le joueur jaune. Il pourrait par exemple décider de commencer par réaliser l'action du village car il a posé un personnage sur l'action du fabricant d'outils. Il va donc, lorsqu'on réalise l'action, récupérer le ou les personnages qui se trouvent sur l'emplacement choisi, le remettre sur son plateau individuel autour de son feu de camp, et il va pouvoir faire immédiatement l'action. Donc là, sur l'endroit de la cabane à outils, eh bien, il va tout simplement recevoir un outil. En début de partie, nous n'avons pas d'outil, on va donc récupérer un outil de valeur 1 sur la pile pour la disposer sur un des 3 emplacements qui sont disponibles sur notre plateau individuel. Pour les tours suivants, si un joueur se replace sur les outils alors qu'il a déjà un outil de niveau 1, il va être obligé de reprendre un deuxième outil de niveau 1 qu'il placera sur sa deuxième case. La troisième fois qu'il fera l'action, il prendra encore un outil de niveau 1 qu'il placera sur la troisième case, puis s'il refait encore l'action, il pourra transformer le premier outil en niveau 2, s'il refait encore l'action en niveau 2, une fois qu'il aura que des niveaux 2, il pourra remplacer un niveau 2, s'il refait encore l'action, par un niveau 3 en récupérant une tuile comme ceci. Lorsque tous seront passés en 3, il pourra les faire ensuite passer au fur et à mesure en 4. Mais à chaque fois, on ne gagne qu'un niveau d'outil. Pour l'action de la hutte, nous avons vu que ça nous permet de nous reproduire et donc d'avoir des bébés. Le joueur qui récupère ses pions qui se trouvent à cet endroit-là les replace bien sûr sur son plateau de jeu et il reçoit un personnage supplémentaire, un bébé qui va s'ajouter à sa tribu. Ça lui fera donc une possibilité pour faire des actions supplémentaires au tour suivant. Pour l'emplacement de ferme, un joueur qui va faire l'action spécifique de cet endroit-là récupère bien entendu son personnage et ensuite va faire pouvoir monter son niveau d'agriculture qui se trouve ici. Il va donc pouvoir prendre son petit cube et le faire progresser d'une case. À chaque fois qu'il refera cette action, il pourra faire progresser d'une case sur ce circuit qui va jusqu'à 10. Ensuite, pour la chasse, un joueur qui a envoyé des personnages chassés va donc pouvoir lancer un nombre de dés, et c'est à ça que servent les dés, correspondant au nombre de personnages qu'il a envoyés à la chasse. Donc là, par exemple, le joueur bleu, si c'est son tour de faire ses actions, va pouvoir lancer 3 dés pour savoir ce que ces personnages ont réussi à capturer à la chasse. Il va donc pouvoir placer les 3 dés dans le gobelet, bien les remuer, et hop, effectuer son lancer. On va tout simplement faire le total des points obtenus, et on va diviser ce nombre obtenu par une valeur qui est pour la chasse de 2. Donc on va diviser le total par 2 pour savoir combien le joueur bleu va recevoir de points de chasse. Là, par exemple, j'ai obtenu 11, et malheureusement, on arrondit à l'inférieur, donc 5 et 5, 10, et bien je ne vais recevoir que 5 points de nourriture pour les 3 personnages que j'ai envoyés à la chasse. Le joueur va donc récupérer ces 3 personnages et un jeton de 5 nourritures. Mais attention, nous avons vu que les joueurs peuvent récupérer des tuiles outils. Eh bien, les outils vont leur permettre d'augmenter la valeur totale de leur lancer de dés en utilisant ces outils. Donc si j'ai un outil de valeur 1, je peux décider de l'utiliser pour augmenter d'1 point ma valeur. Si j'ai un outil de niveau 2, eh bien je pourrais utiliser cet outil pour rajouter 2 points à mon total obtenu. Si j'ai plusieurs outils de 1, je peux en utiliser plusieurs. C'est après le lancer de dés que je choisis si je veux ou non utiliser mes outils. Donc là, par exemple, si notre joueur bleu a un outil de valeur 1, il a réalisé 11. 11 divisé par 2, nous avons vu que ça ne lui permet de recevoir que 5 de nourriture. S'il a un outil de niveau 1, il peut décider de l'utiliser. À ce moment-là, sur sa feuille, il va l'incliner pour montrer qu'il l'a utilisé.
Et il va rajouter un point, ce qui lui fait 12 divisé par 2, 6. Ça devient plus intéressant. Donc il pourra récupérer 6 points de nourriture s'il utilise comme ceci un outil. Alors, bien entendu, la nourriture peut être utilisée, on peut prendre des jetons de n'importe quelle valeur. Je peux prendre 2 jetons de valeur 1, de valeur 2 et 1 de valeur 1 pour que ça fasse 5. On peut faire de la monnaie avec le jeu à tout moment. Pour les actions des ressources, comment ça va marcher? Eh bien, de la même manière, on va lancer un dé par personnage que l'on a envoyé chercher des ressources, mais par contre, on va effectuer une division qui va être différente en fonction de la rareté de la ressource. Nous avons vu que pour la nourriture, on divise par 2, mais par contre, pour le bois, il faudra diviser par 3. Il faudra diviser par 4 pour l'argile, par 5 pour la pierre et par 6 pour l'or. Donc vous comprenez que plus vous voulez une ressource rare, plus il vous faudra envoyer 2 personnages, car si vous obtenez un nombre en dessous de la limite minimale autorisée, eh bien vous ne recevrez aucune ressource. Bien entendu, de la même façon que pour la nourriture, vous pourrez utiliser des outils pour augmenter votre valeur obtenue sur les dés afin de gagner plus de ressources. Après votre lancer de dés, vous choisissez si vous utilisez ou non un ou plusieurs outils. Ensuite, les actions des cartes. Eh bien, pour les cartes, il va falloir payer en fait un certain nombre de ressources qui est indiqué au-dessus des cartes. Donc la première carte coûte 1 ressource, la deuxième 2 ressources, 3 ressources et 4 ressources pour la dernière. Donc là, le joueur jaune, si c'est à lui de jouer, va devoir payer 2 ressources pour acquérir cette carte. Si malheureusement il n'a pas ces 2 ressources, eh bien il ne fera que récupérer son pion, mais il ne pourra pas prendre la carte. Alors, on peut régler ici avec les ressources de son choix. Il y a effectivement le petit symbole représentant les 4 couleurs de ressources. Je peux donc payer avec du bois, de l'argile, de la pierre ou de l'or. Et je peux mixer comme je veux. Je peux parfaitement ici, par exemple, payer un bois et une brique pour pouvoir prendre cette carte. Alors, lorsqu'on acquiert une telle carte, on récupère bien entendu son personnage, on paye à la banque, c'est-à-dire qu'on remet dans les réserves en fait les ressources nécessaires, et ensuite on va réaliser l'action qui se trouve dessinée en haut de la carte. Elle se déclenche immédiatement lorsqu'on récupère la carte. Après avoir réalisé cette action, eh bien on va pouvoir conserver cette carte face cachée à côté de son plateau de jeu, et en fin de partie, nous obtiendrons des points supplémentaires de victoire grâce au symbole qui est dessiné en bas de la carte. Nous verrons un peu plus tard en détail les différents types de cartes qui existent. Enfin, pour les tuiles des bâtiments, eh bien, si un joueur s'y trouve, il devra récupérer son personnage et il pourra payer à la banque ce qui est indiqué comme ressource en dessous. Donc celle-ci, par exemple, 2 bois et un or. Encore faut-il les avoir, de la même façon, si je ne peux pas payer, eh bien, je ne fais que récupérer mon personnage, mais je ne récupère pas la carte. Par contre, je peux très bien, lors du placement, me mettre à un endroit pour bloquer l'endroit et empêcher évidemment les autres joueurs de récupérer s'ils ont les bonnes ressources devant eux. Donc on peut très bien utiliser des personnages juste pour embêter les autres joueurs. Il n'y a pas de pénalité à se placer sur une carte ou une tuile que l'on ne peut au final pas payer. Si par contre j'ai les ressources nécessaires, eh bien je les remets dans les réserves du plateau de jeu et je peux récupérer la tuile que je vais placer devant moi. Immédiatement, lorsque je vais recevoir une telle tuile, je vais marquer un certain nombre de points de victoire qui sont indiqués ici. Donc là, par exemple, 12 points. Je vais donc pouvoir faire progresser mon marqueur sur le pourtour du plateau de jeu en fonction des points que j'ai acquis de cette manière. Attention, dès que j'ai récupéré comme ceci un bâtiment, eh bien je vais pouvoir retourner immédiatement le bâtiment suivant de la pile pour qu'il soit disponible aux autres joueurs. Alors, même s'il y a un certain nombre de cases de dessinées sur notre plateau de jeu, on a le droit d'avoir plus de tuiles que dessinées ici, il suffit de les empiler. Alors, faisons un petit exemple de tour d'action. Donc, le premier joueur, c'est le joueur jaune. Il a disposé des personnages à différents endroits. Il y en a certains pour récupérer des ressources, et là, il devra payer 2 ressources. Donc, il préfère d'abord récupérer des ressources. Mais, il a placé un personnage ici, lui permettant de recevoir un outil qui pourra peut-être l'aider à récupérer plus de ressources. Il décide donc de faire cette action-là en premier, de récupérer son personnage.
Ensuite, dans la foulée, il continue ses actions, puisqu'un joueur fait toutes ses actions avant qu'on passe au joueur suivant. Il décide de faire le petit personnage parti ici pour récupérer du bois. Il lance donc le dé, il en lance qu'un seul. 4 divisé par 3, car c'est le bois. Alors pour s'en rappeler, sur notre feuille, ici en dessous de chacune des différentes ressources du jeu, il y a dessiné le chiffre par lequel il faut diviser son résultat. Donc là pour le bois, c'est 3, j'ai réalisé un 4, divisé par 3, ça fait 1. Ce joueur va donc pouvoir récupérer un bois. Hop, il peut le mettre dans sa réserve, sur son petit plateau de jeu individuel, et récupérer son personnage pour montrer qu'il a réussi à faire l'action. Enfin, qu'il a fini son action. Ici, ensuite, il va lancer 2 dés pour pouvoir récupérer, en fait, de l'argile. Alors, évidemment, j'aurais pu, utiliser mon outil, mais là, comme j'ai fait un 4, si j'avais ajouté 1, ça aurait fait 5 pour le bois, et ça ne m'aurait pas permis de recevoir une ressource supplémentaire. Donc, je préfère garder mon outil, peut-être pour l'argile. Je les place dans le gobelet, hop, je les lance. Malheureusement, il a fait un très mauvais jet. 2 et 1, 3. 3 divisé par 4, eh bien malheureusement, ça lui fera 0, puisque ça arrondit à l'inférieur. Heureusement, je peux utiliser mon outil que j'avais récupéré pour pouvoir augmenter à 4. 4 divisé par 4, ça me permet de recevoir un argile que je peux placer sur mon endroit comme ceci. Je passe donc au dernier pion qui me reste, ici. Pour acquérir cette carte, ça me coûte 2. Eh bien, c'est bon, j'ai 2 ressources différentes, je peux les dépenser pour acquérir la carte. Mais c'est un choix, je ne suis pas obligé de le faire, et je peux changer d'avis en me disant, je ne fais que récupérer mon pion, et je ne réalise pas la carte. Bon, là, en l'occurrence, il va dire qu'il va la réaliser en payant un de chaque. Il prend donc la carte, il la pose sur son plateau de jeu, et il va immédiatement réaliser l'action dessinée en haut de la carte. Alors celle-ci est une action spéciale qui va permettre à tous les joueurs de gagner des ressources. Nous verrons plus tard comment elle fonctionne. Il prend cette carte donc et la pose face cachée devant lui. Il a donc fini toutes ses actions, on peut passer au joueur suivant. Une fois que chaque joueur a joué ses actions, eh bien on va passer à la phase de nourriture. Alors tout d'abord, on va regarder l'agriculture. Si des joueurs ont fait progresser leur marqueur sur le circuit de l'agriculture, eh bien ils vont recevoir de la nourriture grâce à cette agriculture. Donc là, par exemple, le joueur jaune et le joueur vert gagnent chacun un point d'agriculture. Donc hop, on ajoute ceci sur leur plateau de jeu. Une fois ceci réalisé, eh bien les joueurs vont devoir nourrir leur population en donnant tout simplement un point de nourriture par bonhomme qu'ils ont dans leur peuple. En général, en début de partie, on en a 5, à moins qu'un joueur ait déjà fait un bébé et se retrouve avec 6, il va devoir donc régler 6. Donc là, mon joueur doit payer 5, on peut très bien faire de la monnaie, donner 10 par exemple pour recevoir 5, c'est bon, j'ai réussi à nourrir ma population. Alors attention à être bien prévoyant sur la nourriture, car si un joueur se retrouve avec trop peu de nourriture pour nourrir son peuple, eh bien tout d'abord il va devoir être obligé de dépenser la totalité de sa nourriture, bien entendu. Donc là par exemple, si j'ai 5 et que je n'ai que 3 de nourriture dans ma réserve, je vais payer 3, j'aurai donc déjà 3 personnages de nourris, mais il m'en reste encore 2 à nourrir. Eh bien, exceptionnellement, je vais pouvoir donner des ressources pour pouvoir nourrir ces personnages. Donc par exemple, je peux donner une brique et un bois, et je vais m'être obligé de le faire pour pouvoir nourrir mes 2 personnages. Si par contre, je n'ai pas assez, que si par exemple je n'avais qu'une ressource, hop, je peux en utiliser une pour nourrir encore un personnage, alors on imagine qu'on échange en fait la ressource sur le marché contre de la nourriture, hein, sinon il ne va pas manger du bois le pauvre. Eh bien il nous reste un personnage. Eh bien, malheureusement, on perdra immédiatement 10 points de victoire sur le pourtour du plateau de jeu. Attention, si un joueur a moins de 10 points de victoire, eh bien, on va quand même compter des points en négatif. Et par exemple, un joueur avec 6 points de victoire qui ne peut pas nourrir toute sa population perd 10 points et va donc passer à moins 4. On le mettra donc ici à côté du plateau de jeu pour se rappeler qu'il n'est pas à 96, mais à moins 4.
Alors, lorsque tout le monde a nourri sa population, eh bien, on va pouvoir passer au tour suivant. On va donc passer le jeton de premier joueur au joueur d'après dans le sens des aiguilles d'une montre. Les joueurs vont pouvoir redresser les outils qu'ils ont éventuellement utilisés sur la manche précédente. Ils pourront à nouveau les utiliser pour cette manche-là. Ensuite, on va décaler les cartes de civilisation vers la droite. Elles vont donc coûter de moins en moins cher, celles que l'on n'a pas acquis. Donc hop, on va décaler par exemple ces deux ici, et ensuite tirer une nouvelle carte qu'on va ajouter sur le ou les emplacements libres. De la même façon que pour la première manche, les joueurs vont d'abord placer leur personnage à tour de rôle et sur un emplacement spécifique jusqu'à ce que tout le monde ait posé tous ses personnages. Ensuite, à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, tout le monde va réaliser toutes ses actions dans l'ordre de son choix. Et enfin, on nourrira nos personnages après avoir reçu les points de l'agriculture. Alors, parlons maintenant des bonus qui existent sur les cartes de civilisation. Nous avons vu qu'à chaque fois qu'on va réaliser l'action d'une carte, on devra d'abord payer, en fait, pour pouvoir avoir le droit de prendre la carte et de réaliser l'action qui s'y trouve, le nombre de ressources dessinées en haut, et qu'ensuite on va réaliser l'action qui se trouve dessinée en haut. Alors tout d'abord, on peut recevoir des ressources. Par exemple, cette carte-là, si on l'acquiert, nous permettra de recevoir immédiatement 2 pierres qu'on pourra ajouter à notre réserve. Bien entendu, il existe d'autres cartes de ce même type, en fait, pour recevoir des ressources différentes. Il y a aussi des cartes qui donnent de la nourriture. Dans cette carte-là va donc nous donner 7 points de nourriture lorsqu'on va l'acquérir. Alors évidemment, il existe aussi d'autres cartes qui permettent de recevoir plus ou moins de nourriture. Il existe aussi certaines cartes comme celle-ci qui permettent de recevoir des ressources au choix. Ce symbole indique toujours ressources au choix, donc ça voudra dire que je reçois 2 ressources de mon choix si j'acquiers cette carte. Autant dire qu'elle va être prisée. Il existe aussi des cartes qui vont nous donner des ressources, mais en fonction d'un lancer de 2 dés. Donc là, par exemple, cette carte nous indique que lorsque le joueur reçoit la carte, il va lancer 2 dés et effectuer la division par 3, puisque c'est du bois, pour savoir combien de bois il reçoit. C'est comme s'il avait envoyé 2 ouvriers chercher du bois. La même chose pour la pierre. Cette capacité nous permet de recevoir une carte piochée sur le dessus des cartes civilisation, donc on ne sait pas sur quoi on va tomber, on va pouvoir la regarder secrètement, l'action du haut ne va pas compter, mais par contre le symbole du bas, quel qu'il soit, va nous permettre de nous faire gagner des points de victoire supplémentaires en fin de partie. On va donc pouvoir placer cette carte face cachée sur notre plateau, en même temps que, évidemment, cette carte-là aussi. Il y a aussi des cartes qui donnent des outils à usage unique. Lorsqu'il y a une tuile d'outils comme ceci de représenter, eh bien si j'acquiers cette carte, je la mettrai exceptionnellement face visible à côté de mon plateau de jeu, comme si c'était un outil. Plus tard, sur une recherche de nourriture ou de ressources, je pourrai utiliser cet outil comme si c'était un outil m'appartenant pour me donner 3 points, par exemple ici, supplémentaires à un lancer de dés. Une fois que j'aurai utilisé cet outil, eh bien hop, il rejoindra ma pile de cartes. Alors attention à ne pas confondre cette carte d'outils à usage unique avec celle-ci qui nous fait gagner 1 point de niveau d'outil. Donc en fait, si par exemple je récupère celle-ci, immédiatement je vais pouvoir recevoir un outil supplémentaire, enfin un niveau supplémentaire. Un peu sur le même principe, nous avons aussi des cartes nous permettant d'augmenter de 1 notre niveau d'agriculture. On pourra donc immédiatement faire progresser son cube sur le circuit correspondant. Et enfin, cette carte spéciale que nous avons vue tout à l'heure, lorsqu'un joueur va acquérir une telle carte, eh bien, il va devoir lancer un nombre de dés correspondant au nombre de joueurs. Donc si par exemple on joue à 4 joueurs, il va lancer 4 dés pour cette carte. Chaque dé va indiquer quelle ressource est concernée par rapport aux dessins qui sont sur la carte. Donc 1 correspond au bois, 3 par exemple correspond à une pierre, 6 correspond à un niveau d'agriculture et 5 correspond à un niveau d'outillage. Eh bien, ce joueur, après avoir lancé les dés, va choisir en fait le dé de son choix pour recevoir le bonus correspondant. Donc là, par exemple, il pourrait se dire ah ben, je vais prendre un niveau d'agriculture parce que c'est sympathique, à moins que j'ai besoin d'une ressource bien particulière. Il enlève donc ce dé et gagne immédiatement son niveau d'agriculture.
Dans le sens des aiguilles du montre, ensuite, chaque autre joueur va aussi avoir le bonus donné par cette carte. C'est pour ça qu'elle est bien pour le joueur qui la récupère, car il pourra choisir en premier, mais par contre, tout le monde va recevoir un bonus. Le deuxième joueur choisit le dé de son choix, le joueur suivant le dé de son choix, et ainsi de suite. Tout le monde aura reçu en fait une ressource grâce à cette carte, avant que le joueur qui ne l'a acquis ne la récupère face cachée sur son plateau. Enfin, il existe des cartes qui donnent directement des points de victoire. Effectivement, à chaque fois qu'il y aura ce symbole de roue, eh bien, ce sera des points de victoire à comptabiliser sur le pourtour du plateau de jeu. Donc, dès qu'un joueur acquiert cette carte, il gagne immédiatement 3 points sur le pourtour du plateau de jeu avant de récupérer la carte face cachée. Alors, parlons maintenant des tuiles d'habitation. La majorité sont tout à fait classiques comme celle-ci. Il suffit de payer les ressources indiquées pour recevoir immédiatement le nombre de points de victoire qui est indiqué au-dessus de la roue. Mais il y en existe certaines qui se présentent comme ceci et qui ont un point d'interrogation par rapport au nombre de points de victoire que les joueurs vont gagner. Car effectivement, ces cartes donnent le choix au joueur de donner les ressources de son choix. Alors attention, entre parenthèses, indique le nombre de ressources différentes qui devront être utilisées pour régler le coût qui est marqué à gauche. Donc celle-ci, par exemple, indique qu'un joueur devra payer 4 ressources, mais qu'elles devront être du même type, comme il n'y a qu'un seul point de dessiné, donc 4 ressources de son choix identiques. Donc là, le joueur pourra par exemple payer 4 bois, pour recevoir des points de victoire qui vont correspondre au chiffre en fait qui est indiqué sous les ressources. Nous avons vu que ce chiffre indique par combien il faut diviser quand on envoie des chasseurs-cueilleurs à la recherche des différentes ressources, mais ils vont aussi servir à comptabiliser ces points de victoire donnés par ces tuiles spéciales. Donc là par exemple, si notre joueur donne 4 bois, eh bien, 3 x 4, 12, ça lui donnera donc 12 points de victoire à comptabiliser immédiatement sur le pourtour du plateau de jeu. Par contre, si c'était cette tuile-là, il faudra donner 4 ressources de forcément 2 types différents. Donc là, notre joueur pourrait par exemple donner 2 bois et 2 ors. Ou bien 2 briques et... enfin voilà, donc ça peut être 2 et 2 ou ça peut être 1. Il peut donner 3 ors par exemple et une pierre, c'est ce qui lui permettra de marquer le maximum de points de victoire par exemple. Et voilà, donc il existe différentes tuiles de ce type-là, comme celle-ci, qui demande 5 ressources obligatoirement. Et obligatoirement, il faut qu'il y ait les 4 types de ressources de données parmi ces 5. Enfin, cette tuile spécifique va nous permettre de gagner des points de victoire en donnant de 1 à 7 ressources. Donc là, on donne les ressources que l'on veut, il n'y a pas de parenthèse, donc on peut donner n'importe quel type de ressources pour gagner des points de victoire. Et la partie se poursuit avec les joueurs essayant d'acquérir des cartes et des tuiles afin de marquer un maximum de points de victoire au fur et à mesure de la partie, et tout en n'oubliant pas bien sûr de nourrir sa population, de la faire progresser, d'augmenter ses niveaux d'agriculture pour tenter d'être moins tributaire de la chasse, etc. La partie prendra fin lorsqu'on va ne plus avoir assez de cartes au début d'un tour, par exemple, pour remplir la réserve des cartes. Donc là, par exemple, hop, il ne reste qu'une seule carte, je ne peux pas remplir la totalité des 4 cartes de civilisation, et bien la partie prend fin immédiatement. Deuxième possibilité, on vide une des piles de tuiles habitation. Donc dès qu'un joueur va acquérir par exemple cette tuile-là, eh bien on va finir cependant le tour en cours. Donc en fait les autres joueurs qui ont encore des pions sur le plateau vont quand même finir leur tour. On va quand même faire la nourriture pour les populations, donc on effectuera vraiment le tour jusqu'à la fin. Et une fois que tout le monde aura nourri ses populations, eh bien, la partie prendra fin. Alors, on regardera évidemment le joueur qui est le plus avancé sur la piste de score, car tout au long de la partie, on aura gagné des points de victoire en construisant des habitations et peut-être en récupérant des cartes spéciales. Mais en plus de ça, vont s'ajouter justement les bonus dessinés sur les cartes spéciales qui vont nous ajouter des points de victoire à ce moment-là de la partie. Alors effectivement, les cartes de civilisation sont de 2 types. Il y en a qui ont un symbole en bas sur fond vert et d'autres qui ont un symbole sur fond jaune. D'abord, voyons celle sur fond vert. Eh bien, celle sur fond vert représente en fait différentes évolutions
technologiques que les civilisations premières auront réussi à récupérer. Il y a beaucoup de symboles différents et il faudra justement essayer d'avoir un maximum de symboles différents pour marquer un maximum de points. Car effectivement, chaque série de symboles différents sera multipliée par elle-même pour nous rapporter des points supplémentaires en fin de partie. Donc si par exemple notre joueur, imaginons qu'il ait ceci en main, donc 1, 2, 3, 4 symboles différents et un en double, eh bien les 4 différents vont faire une première série qu'il va multiplier par elle-même, donc c'est-à-dire 4 x 4, 16. Il va marquer 16 points de victoire, et comme il a une nouvelle série, mais avec une seule carte, celle-ci fera 1 x 1, 1, un point supplémentaire. 16 et 1, 17. Il avancera donc de 17 sur le pourtour du plateau de jeu. Enfin, celles qui sont sur fond jaune vont vous donner des points en fonction de certaines avancées que vous avez dans votre peuple. Nous avons tout d'abord des petits personnages comme ceci de dessiner chaman. Les chamans vont vous permettre de marquer des points en fonction de votre nombre de population. On va tout simplement multiplier vos nombres de personnages par le nombre de chamans dessinés sur vos cartes. Alors attention, si on a plusieurs chamans, donc si par exemple j'ai eu toutes ces cartes-là, eh bien je vais tout simplement multiplier 3 chamans par mon nombre de population. Donc là, imaginons que je finisse avec 7, 3 x 7, 21, et bien je marquerai 21 points grâce au chaman. De la même façon, nous avons des agriculteurs, on comptera le nombre d'agriculteurs qui seront multipliés par notre valeur d'agriculture, qui est marquée ici sur le pourtour du plateau de jeu. Donc de la même façon, on compte le nombre total d'agriculteurs qu'on multiplie par cette valeur. Donc là, par exemple, ce sera multiplié par 4 si j'ai ces deux cartes-là. Ensuite, nous avons la même chose avec les fabricants d'outils, donc le nombre de fabricants d'outils dessinés sur les cartes multiplié par le niveau technologique des outils que l'on a. Donc si par exemple je termine le jeu, imaginons comme ceci, par exemple 2, 3, 4, c'est mon nombre technologique, il est de 4, donc 4 x 2, 8 points supplémentaires de marquer. Et enfin, nous avons les constructeurs qui vont tout simplement nous faire marquer le nombre de constructeurs multiplié par le nombre de bâtiments qu'on a réussi à construire pendant la partie. Tout ceci se cumule et on les compte sur le pourtour du plateau de jeu pour chacun des joueurs. Enfin, chaque joueur va marquer un point supplémentaire par ressource dont il dispose encore sur son plateau de jeu individuel. Donc là, par exemple, le joueur jaune gagnera 2 points supplémentaires sur le pourtour du plateau de jeu pour finir. Attention, la nourriture ne compte pas pour ce décompte final. Évidemment, ce sera le joueur le plus avancé sur la piste de score qui l'emportera. Si jamais il y a une égalité, cas quand même assez rare, eh bien les joueurs vont ajouter leur valeur d'agriculture à leur valeur d'outils possédés et à leur nombre total de pions dans leur réserve, de personnages dans leur réserve, et celui qui obtient le plus de points au cumul de ces 3 valeurs l'emportera. Voilà donc pour l'Âge de Pierre, un excellent jeu de gestion aux règles plutôt accessibles au plus grand nombre. Voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Alors le jeu est magnifiquement illustré par Menzel, qui a réalisé aussi d'autres illustrations d'autres jeux et qui a créé son jeu aussi il n'y a pas longtemps qui s'appelle Andor. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà, donc un jeu où il faut prendre en compte en fait effectivement les récupérations et un peu les lancers de dés, prendre des risques en fait en envoyant plus ou moins de personnages récupérer des ressources pour pouvoir acquérir en fait différentes tuiles et surtout les cartes qui donnent des gros bonus en fin de partie, donc ne négligez pas en fait les bonus apportés par les cartes spéciales. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.